Ok, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Merci à l'équipe Digisport pour cette invitation à partager mon parcours lors de ce séminaire sur le futur Digisport. Je m'appelle Antoine Bouvet, je suis actuellement en chaire de professeur junior au laboratoire M2S et à l'UFR STAPS de Rennes 2. Et globalement, je gravite autour de l'écosystème Digisport un peu depuis sa création, d'abord en tant qu'étudiant, ensuite en tant que doctorant et désormais en tant qu'enseignant-chercheur. Durant cette présentation, je vais essayer d'illustrer, via mon retour d'expérience, comment Digisport m'a permis de façonner un parcours académique que je juge à la croisée entre les sciences du sport, qui était mon domaine de formation initiale, et les sciences des données, et surtout comment cela s'est ensuite transféré en impact scientifique et pratique, à la fois pour les différents partenaires à travers mes activités de recherche, et puis pour moi-même également, en tant que bénéficiaire de l'écosystème Digisport. Donc mon parcours académique, il s'est construit à l'interface entre STAPS et modélisation statistique, avec l'objectif très tôt d'essayer de comprendre la performance sportive par le couplage de capteurs embarqués et de méthodes spécifiques et innovantes guidées par les données. Donc suite à un cursus de licence en STAPS classique à la HARP ici à l'Université Rennes 2, complémenté par une formation au département sciences du sport et éducation physique de l'ENS Rennes, j'ai pu bénéficier de l'écosystème Digisport dès sa création. Donc pour préciser, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de master SNS, mais la possibilité pour certains étudiants de suivre certains cours ciblés avec des établissements partenaires. Donc dans ce cadre-là, j'ai pu suivre des cours à l'ENSAI de modélisation statistique. Pour situer un petit peu, à ce moment-là, mes travaux de mémoire de master portaient sur l'analyse technique du nageur par centrale inertielle. Et très rapidement, en tant que Master 1 STAPS, je me suis retrouvé confronté au fait que j'avais besoin de billes en traitement du signal et en modélisation de séries temporelles pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel de ces outils sur le terrain. Donc, par exemple, à travers des méthodologies de reconnaissance d'activité, comme je vais le détailler un petit peu plus loin. Mais ces outils méthodaux en sciences des données, plus globalement en numérique, étaient globalement absents d'une formation STAPS classique, ce qui du coup restreignait l'impact de mes travaux dans leur champ initial, donc en STAPS. Donc ça, il s'agit d'une première contribution que j'identifie de l'écosystème Digisport à mon parcours, celle de répondre à un besoin de formation alimentant mon champ scientifique principal. Donc bien sûr, même si Digisport m'a beaucoup apporté, j'ai aussi fait de l'auto-formation en ligne, notamment sur les aspects d'IA, mais je pense quand même que baigner dans l'écosystème Digisport m'a permis de connaître ces méthodes, d'y être sensibilisé et de percevoir leur intérêt et leur impact pour un STAPS, c'est-à-dire d'ouvrir le champ des possibles sur leur potentiel intérêt pour innover en sciences du sport. Donc par la suite, et de par mon cursus UNS, j'ai pu réaliser une année, ce qu'on appelle de prélab, donc une année préparatoire à la thèse de doctorat, donc en surfant sur les premiers contacts que j'avais pu établir avec l'ENSAI et par l'organisation d'un data challenge par Digisport où l'ENSAI était partenaire. J'ai pu réaliser cette année au laboratoire CREST, donc au Centre de recherche en économie et statistique, le laboratoire de l'ENSAI. Et ainsi, d'une part, commencer à travailler avec des chercheurs qui allaient au final devenir mes futurs co-encadrants de thèse, et d'autre part, m'immerger dans un laboratoire et essayer, je dis bien essayer, de m'acculturer à des pratiques de recherche en mathématiques appliquées qui, vous vous en doutez, étaient très loin de ce que je pouvais connaître à l'époque en sciences du sport. Donc, durant cette année, j'ai également pu suivre des cours du cursus ingénieur de l'ENSAI et du Master for Smart Data Science. Donc encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas ce Master SNS, donc on venait piocher à droite à gauche ce qui était possible de faire. Et ça m'a énormément apporté. Donc cette année, elle s'est ensuite prolongée via ma thèse de doctorat co-encadrée entre l'ENSAI et le M2S, labellisé Digisport. Donc un couplage des établissements au sein de l'écosystème qui entraîne de fait un couplage des thématiques avec des contributions scientifiques qui ont eu lieu à la fois en sciences du sport et donc en sciences des données. Maintenant que je regarde ça avec la casquette aussi de l'enseignant-chercheur, il y a aussi du coup un fort intérêt pour les encadrants de pouvoir créer des collaborations pluridisciplinaires et au final une sorte de gagnant-gagnant scientifique, ce que je détaillerai après, c'est-à-dire qu'à l'arrivée il y a des publications dans les deux champs scientifiques et qui ont permis aussi d'innover avec des problématiques nouvelles. Donc au final, cette sorte de virage vers la data science m'aura permis de renforcer mon impact sur le terrain, dans mon champ scientifique initial, en enrichissant l'accompagnement scientifique à la performance qu'on a pu proposer aux acteurs fédéraux, le transfert technologique d'outils et méthodes, et puis l'apport d'expertise en data avec la casquette d'étudiant à l'interface des domaines. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi, que je trouve Digisport m'a apporté, c'est d'être capable d'interagir à l'interface des domaines, en l'occurrence entre les sciences du sport et les statistiques appliquées.
Donc après ma thèse, j'ai fait un post-doctorat à Montréal autour de l'optimisation de la performance et de la technique de pagayage des athlètes élites de canoë-kayak Québec. Et puis j'ai obtenu une chaire de professeur junior au M2S avec pour projet de recherche et d'enseignement l'analyse et l'interprétation de la performance sportive via l'intelligence artificielle. Donc on retrouve une sorte d'héritage au final de Digisport à l'heure actuelle. Donc à l'aune de ces éléments de parcours, j'ai essayé de lister les différents impacts qu'a pu avoir Digisport dans la construction de mon parcours académique, mais aussi de mon identité scientifique, c'est-à-dire de mon insertion professionnelle à l'université en quelque sorte. Ça aurait pu être de mon insertion dans une entreprise pour d'autres étudiants de Digisport ou ce genre de choses-là. Donc premièrement, ce que j'identifie, c'est la possibilité de construire une trajectoire académique sur mesure, c'est-à-dire en pouvant aller piocher des billes spécifiques en fonction des nécessités du projet de recherche que l'on mène. Ça me semble être fondamental. Plus encore, à travers le couplage des établissements, donc dans mon cas entre le laboratoire M2S et le CRES de l'ENSAI, ça m'a offert la possibilité de m'immerger dans une nouvelle discipline scientifique, donc à travers les statistiques et les mathématiques appliquées. Et en parallèle, comme je l'ai un petit peu détaillé, pour les encadrants de mémoire ou de thèse, ça favorise les collaborations pluridisciplinaires entre laboratoires et donc la stimulation de la recherche sur le site rennais, qui est aussi un impact fort de Digisport à mon sens. Donc en conséquence, à l'échelle de l'étudiant, du doctorant, la possibilité de s'acculturer à différents milieux scientifiques permet d'accélérer l'émergence d'une philosophie de recherche propre et singulière, potentiellement innovante, et pour les encadrants, la structuration de projets pluridisciplinaires qu'on espère également innovants. Donc pour ma part, ça m'a conduit à ancrer ma recherche dans une approche scientifique interdisciplinaire qui reste gouvernée par les problématiques pratiques des acteurs sportifs de terrain. Je sais que le séminaire du jour a pour but de réfléchir sur le futur de Digisport. Je pense que ça reste quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que l'émergence des thématiques de recherche doit provenir du terrain sportif. Ça reste la base. Et par-dessus, on va venir greffer des méthodologies en sciences des données ou en statistiques appliquées. Si on inverse le rapport, on va se retrouver à faire de la recherche en mathématiques sur des données sportives, ce qui est aussi intéressant. Mais est-ce que c'est le but de Digisport? C'est pas à moi de répondre à cette question, mais voilà, je vous invite à vous interroger là-dessus. Donc plutôt une approche qui va chercher à mettre la science des données au service des sciences du sport, tout en s'adaptant aux défis du haut niveau en ce qui me concerne, mais ça pourrait être, Joss en parlera sûrement, d'applications en santé, etc. Donc plus généralement, ma démarche épistémologique est située à la croisée de la recherche en laboratoire et de l'accompagnement scientifique à la performance sportive. Cette approche qui vise à relier les besoins des professionnels de terrain à leur satisfaction par le biais de la recherche universitaire fait partie intégrante de mon identité scientifique auquel Digisport a contribué. Et je pense que ce qui a marché dans ma thèse et mon expertise réside dans la capacité à identifier de nouvelles perspectives offertes dans les sciences du sport grâce à l'utilisation de méthodologies innovantes en traitement de données et pas l'inverse. Et je pense que Digisport a largement contribué à l'émergence de cette perception qui reste très subjective, mais qui est la mienne. Donc, pour illustrer un petit peu à propos de cette possibilité offerte par Digisport de répondre à des besoins de formation méthodologique spécifiques pour les STAPS, j'ai sélectionné 2 illustrations. Donc voici une première. Ici, vous avez un signal de centrale inertielle sur un 100 mètres catenage. Donc vous avez 25 mètres en papillon, en dos crawlé, en brasse et en crawl, avec séparé entre chaque longueur une phase de virage, donc une phase de toucher du mur, de pousser et puis d'ondulation. À l'œil, on les voit bien, ces différences dans le signal, qui vont venir refléter différentes phases d'activité du nageur, donc selon le type de nage, selon les différentes activités. Donc une première étape vers un outil de monitoring de l'entraînement et d'assistance de l'entraîneur, ça pourrait être d'être capable de reconnaître automatiquement ces phases de manière robuste pour pouvoir par la suite en extraire des métriques de performance, de technique, etc. Donc ça, c'est une problématique sport. Si par-dessus on vient greffer le côté data science, en fait il s'agit d'une tâche d'apprentissage supervisé, pouvant être réalisée par différents algorithmes, mais au regard des contraintes de l'activité natation, donc avec des phases parfois très courtes comme vous pouvez le voir, des variations abruptes du signal, une séquence chronologique qui va toujours être la même, et une forte variabilité intra- et intersujet, même si la variabilité intersujet on ne la voit pas trop ici. Le recours à de l'apprentissage profond, donc à du deep learning, était nécessaire, via, à l'époque, donc le papier date de 2022, les BLSTM étaient ce qui se faisait de mieux. Donc je vois qu'il y a Kylian là dans la salle qui pourra sûrement nous parler de ce qui se fait de mieux maintenant avec les transformers pour traiter les séries temporelles. En tout cas, à l'époque, c'était on va dire, la méthodologie qui nous apparaissait la plus appropriée. Et donc j'ai pu y être formé
ou du moins y être sensibilisé via l'écosystème Digisport pour ensuite aller me former de mon côté, donc avec des formations en ligne type Coursera, etc. En tout cas, Digisport m'a permis de connaître ce champ-là, de la reconnaissance d'activité, de l'apprentissage supervisé, la différence machine learning, deep learning, les méthodologies, et ensuite moi-même d'aller piocher d'aller me former sur les éléments qui étaient nécessaires pour mon projet. Donc ici un deuxième exemple. Donc on a deux nageurs différents entre les deux colonnes de gauche et de droite. On voit bien encore une fois à l'œil qu'il y a des différences dans le signal entre un nageur de niveau national à gauche et récréationnel à droite, ce qui renvoie en fait à des techniques de nage, une expertise qui va être différente. Donc on peut se poser encore une fois la question, comment discriminer automatiquement ces groupes de nageurs et essayer d'identifier des groupes, de reconstruire une technique qui serait statistiquement optimale pour, toujours dans l'idée d'assister l'analyse technique en routine par un outil objectif et guidé par les données. Il se trouve qu'en natation, les phases les plus importantes, elles se passent sous l'eau, donc c'est compliqué à observer. Dans des routines d'entraînement, on va avoir des groupes de 10 à 15 nageurs, un seul entraîneur qui font leurs actions à des endroits différents de la piscine. Donc il y a vraiment un besoin d'assistance de l'évaluation technique. Encore une fois, des problématiques qui émergent du terrain, et par-dessus, on va venir greffer la couche data. C'est-à-dire que pour réaliser cette tâche-là, c'est une tâche d'apprentissage non supervisée, identifier des groupes à partir de la masse de données. Et ma formation à l'ENSAI, notamment via mes encadrants de thèse, donc conséquence de la mise en relation via l'écosystème Digisport, m'a permis de me former sur ces outils de clustering fonctionnel que je pense très puissant et vraiment déclinable en sciences du sport à énormément de choses parce qu'on mesure énormément de séries temporelles. Donc c'est vraiment, encore une fois, réflexion sur le futur de Digisport. Peut-être, je ne sais pas si ces cours-là sont actuellement inclus dans le master, dans le master SNS, mais je pense que le traitement de séries temporelles et le clustering fonctionnel, on l'a encore vu hier avec la thèse de Kayes, sont vraiment des outils fondamentaux pour, on va dire, dans la boîte à outils du sport scientist en 2026, quoi. Et ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'il a pu aboutir à une publication à la fois en sciences des données, dans The Annals of Applied Statistics, pour la proposition du modèle théorique, et également en sciences du sport, dans Sports Biomechanics, pour son application et sa déclinaison sur le terrain. Donc encore une fois, le couplage des établissements m'a permis de me former, le couplage des thématiques a permis d'aboutir à des valorisations scientifiques pour les encadrants de thèse et également pour l'étudiant, le doctorant, dans les deux champs scientifiques. Donc un deuxième impact direct de l'écosystème Digisport que j'identifie dans mon parcours, qui est certes assez pragmatique, mais je pense que c'est important de le noter, c'est l'accès facilité à des ressources. Donc en ce qui me concerne, il n'y avait pas encore la salle des doctorants, le matériel, etc. Donc ça a surtout été le cas à travers des ressources financières via l'environnement de thèse, qui m'a permis de réaliser 9 communications en congrès internationaux en sciences du sport et en sciences des données durant ma thèse. Donc c'est une richesse très importante et je mesure la chance de l'écosystème Digisport de permettre ça à ses doctorants. Le troisième impact que j'ai déjà détaillé un petit peu, c'est celui d'un gagnant-gagnant scientifique. On l'a compris un peu avec l'exemple précédent, mais par le couplage des thématiques, à la fois pour l'étudiant et les encadrants, ça permet d'aboutir à des publications dans différents champs scientifiques, donc pour ma part en stat appli et en sciences du sport. À l'arrivée, j'ai aussi pu être qualifié en section CNU 74 et 26, donc il y a aussi des bénéfices à l'arrivée pour l'étudiant. Et j'ai pu intégrer et participer à des événements du réseau Stat et Sport de la Société française de statistique. Donc au final, en partant d'une échelle rennaise assez locale, l'impact de Digisport s'en retrouve aussi dans la dynamisation de certaines sociétés savantes qui ont le sport pour objet d'étude. Donc si on revient un petit peu sur les bénéfices pour les encadrants, c'est un moyen fort de valoriser des collaborations scientifiques pluridisciplinaires et d'aller chercher l'innovation dans leur champ scientifique. Moi, jusqu'à ma deuxième année de thèse, je me demandais ce que mes encadrants en sciences des données avaient à gagner à prendre un étudiant qui ne savait pas faire de maths. Moi, je me suis décidé à leur demander. Et au final, pour eux, c'est aussi challengeant, c'est-à-dire que les données sportives real world, comme on dit, sont vraiment très challengeantes et leur permettent de mettre à l'épreuve des modèles théoriques qui ont pu être développés en amont, voire de susciter de nouveaux développements théoriques. Donc il y a vraiment, je pense, cette imbrication entre les deux champs scientifiques qui permettent à l'arrivée des bénéfices pour toutes les parties. Donc enfin, les deux derniers points que j'identifie sont relatifs un peu à une sorte d'hybridation de l'étudiant. Donc par ce terme, j'entends mon acculturation à un nouveau champ scientifique, celui des mathématiques appliquées versus le sport, qui me permet dans une certaine mesure d'interagir à l'interaction des deux milieux. C'est-à-dire combiner des questionnements en sciences du sport avec une compréhension des enjeux en sciences des données.
Et je précise dans une certaine mesure, car je pense que c'est aussi important de ne pas perdre son identité scientifique et de connaître ses limites. Donc pour ma part, sur les aspects fondamentaux, les preuves mathématiques, desquelles je n'ai qu'une compréhension conceptuelle, mais ce n'est pas forcément grave, puisque ça permet de mettre en relation les personnes, de faire discuter différents milieux, et à l'arrivée, c'est le terrain qui s'en retrouve impacté. Donc dans mon cas, l'accompagnement à la performance, ça pourrait être la santé, ça pourrait être d'autres choses. Donc je considère que cette sorte d'hybridation de l'étudiant, ça permet aussi de renforcer son intégration, qu'elle soit académique dans mon cas ou professionnelle, en ayant un impact encore plus fort dans son champ scientifique de base. Et la manière dont je me perçois auprès des différents collègues, c'est de devenir un peu une sorte de ressource méthodologique en sciences du sport, et puis un traducteur des besoins du terrain pour les collègues en sciences des données. Donc dans un second temps, et en fonction du temps qui me reste, je vais essayer de faire assez court là-dessus pour laisser la place à Jos, je vais présenter un peu quelques éléments relatifs à mon activité scientifique actuelle et qui illustrent un peu ce parcours à la croisée entre sciences du sport et sciences des données. Donc comme j'ai pu le détailler un petit peu, mes travaux de recherche sont nourris par la préoccupation d'une adaptation minutieuse aux besoins du terrain et aux défis du haut niveau sportif, et ils s'inscrivent dans le concept de monitoring invisible de la performance basé sur les données, c'est-à-dire avec un minimum de contraintes logistiques et matérielles pour le sportif, associé à un traitement de données rapide, donc adapté à la temporalité du terrain. Donc c'est avec ce positionnement que mes travaux s'articulent autour de deux principales thématiques de recherche en STAPS, plutôt dans des activités cycliques. Le premier thème étant le profilage des capacités motrices et des habiletés techniques qui discriminent la performance, et le second, la reconnaissance ou la segmentation automatique de l'activité humaine pour l'optimisation des stratégies de course ou d'un effort donné, dès lors qu'on va être sur des sports collectifs par exemple. Donc, premier thème de recherche porte sur la compréhension de l'expertise technique. Donc par exemple, à partir d'une série temporelle mesurée sur un mouvement sportif cyclique, on a pu proposer un modèle spécifique de double clustering de la variabilité motrice basé sur un modèle de mélange. Donc il permet le profilage et la classification de la variabilité intra- et intercyclique, la variabilité motrice, en modélisant les différences de forme et d'épaisseur des courbes cinématiques des athlètes, comme vous pouvez le voir. Ici, on a encore une fois un athlète régional, international. On voit bien qu'il y a des différences dans le signal à la fois sur la forme des courbes, ce qui renvoie à la variabilité intracyclique, et à l'épaisseur des courbes, ce qui renvoie à la variabilité intercyclique, donc la capacité à reproduire un geste identique ou la quantité de dispersion du geste. Donc ce modèle qui a été initialement développé pour des applications sur des données de centrales inertielles en natation peut également être appliqué à tout un tas d'autres séries temporelles biomécaniques, donc venant d'un GPS, de capture de mouvement, de capteurs de force ou encore d'EMG éventuellement. C'est un thème qui contribue à un sujet d'actualité en biomécanique, c'est-à-dire le profilage de la variabilité motrice, tout en étant utile pour l'accompagnement à la performance. Par exemple, de nageurs français médaillés olympiques, ce qui permet en fait une déclinaison d'un modèle global à des rapports d'analyse de course individualisés. Ici, vous avez Johan Endoy-Brouard qui a été médaillé aux Jeux de Paris, Johan qui nage du dos. Donc ici, on a une analyse de course d'un 100 mètres d'eau avec première longueur, deuxième longueur. On vient décliner ce modèle pour venir modéliser son mouvement de manière très simple. Donc il a juste un capteur au niveau du bas du dos en compétition, ce qui est autorisé par le règlement. Et on peut venir derrière avoir un outil objectif à croiser avec les sensations de l'athlète, la perception de l'entraîneur, et donc essayer d'objectiver un peu un concept très subjectif qui est la technique de nage. Mon second thème de recherche majeur, donc, qui concerne la reconnaissance d'activité humaine comme un outil méthodologique qui va derrière permettre de faciliter la collection d'indicateurs clés de performance en conditions écologiques. Donc ça implique la modélisation de données fonctionnelles, qu'elles soient issues de données brutes issues des capteurs, comme on a pu le voir sur l'exemple précédent, ou directement de séries temporelles d'indicateurs de performance qui en sont extraits, comme vous avez sur la partie droite de la slide. Donc l'objectif, c'est de répondre à des enjeux pratiques, comme de l'analyse de course dans des environnements complexes, le développement de modèles de performance descriptifs et la compréhension plus fine des liens entre pacing, donc régulation de l'effort, régulation de l'allure, et les adaptations biomécaniques et physiologiques sous-jacentes. Donc ici, on a encore un exemple en natation, puisque c'était le cœur de ma thèse. Pour élargir, par exemple, sur des travaux récents du M2S, ça peut être aussi, par exemple, sur les problématiques de scanning des joueurs de football. Donc encore une fois, on extrait des données d'un capteur embarqué. Derrière, il faut venir faire cette fois non pas de la reconnaissance d'activité, mais de la segmentation d'activité pour venir identifier des éléments clés dans un signal, donc les rotations de tête, pour pouvoir venir derrière identifier des indicateurs de performance qui vont être la quantité de prise d'information.
Quelques illustrations, on va dire très terrain. Donc par exemple la déclinaison de ces outils pour de l'analyse de course. Donc ici on a un 100 mètres nage libre d'un nageur de l'INSEP. On peut venir analyser de manière cycle à cycle. Donc chaque point constitue un cycle de nage au cours de l'effort. Sur la partie gauche, donc ici on a deux variables biomécaniques. Sur la partie gauche, la fréquence de nage. Sur la partie droite, le jerk cost, qui est un indicateur de fluidité. Plus il est bas, plus la nage va être fluide. Et sur le terrain, on le traduit comme un proxy de l'énergie mécanique dépensée. Ce qui est intéressant ici, on peut voir sur la fin de course, sur cet indicateur de jerk cost, le nageur coince un petit peu, il n'est pas capable de continuer à produire des variations d'accélération, ça colle avec ses sensations, ça colle avec la période d'entraînement qui était assez chargée. Donc on a encore une fois un outil objectif pour venir enrichir un petit peu l'analyse de course. Ça, c'est à l'échelle individuelle. Quand on est capable de collecter beaucoup de données et de construire un peu des données normatives, on peut aboutir à ce type de visualisation où on va venir positionner un athlète par rapport à sa gamme de performance. Donc ici, c'est sur 800 mètres nage libre féminin. Toutes les athlètes sont dans une gamme de performance à plus ou moins 1%. Et derrière, on peut venir identifier des profils. Donc par exemple, si on regarde le profil de la nageuse en rouge, elle a un profil qui va être très en glisse avec une grande distance par cycle et une faible fréquence. Bon, une recommandation, ça pourrait peut-être être, si elle veut continuer à progresser, de travailler sur la fréquence plutôt que sur la glisse. A l'inverse, le profil bleu, on voit qu'il a ce paramètre de jerk très important. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur l'efficience technique, sur la fluidité du déplacement, qui paraît anormalement saccadé au regard de ce groupe de performance. Un autre exemple, beaucoup plus terrain. Donc si vous regardez un petit peu la vidéo, là, c'est toujours notre nageur de 100 mètres de l'INSEP. Là, vous voyez, il commence à taper un peu sur l'eau. Là, pas besoin d'être un expert en natation. On voit qu'il monte un peu, il bute sur l'eau. Il a une nage vraiment avec des mouvements verticaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on va être capable de venir modéliser avec la variabilité motrice. Et puis, ce qu'on va retrouver ici, sur l'accélération antéro-postérieure, on voit bien ce gros pic dans le cycle. On va avoir un nageur qui va monter sur l'eau au lieu d'avancer. Donc ça, évidemment, l'entraîneur le voit les vidéos comme nous. L'intérêt, c'est qu'on est capable de le modéliser, de le traquer. Et puis, imaginons, on peut refaire une mesure dans 6 mois sur une autre course après un cycle d'entraînement, comparer des stratégies pour venir identifier des choses. Un autre point technique intéressant qui est sur la vidéo du haut, vous voyez bien là des grosses oscillations latérales avec les jambes qui partent un petit peu en vrille. Donc ça, évidemment, c'est un défaut technique qui est assez important. En fait, on le retrouve sur notre accélération latérale. Vous voyez, d'un côté, on va venir dépasser les 2 G d'accélération et de l'autre, on dépasse à peine les -1. Donc ça, en fait, c'est une problématique qui est due au placement de l'inspiration. Donc encore une fois, on est capable de le traquer, de faire des recommandations et puis surtout de suivre des éventuels progrès. En tout cas, on l'espère. Pour changer un petit peu de sport et faire référence à ce que j'ai pu faire en postdoc, en fait, on peut faire exactement la même chose en canoë-kayak, d'autant plus qu'en canoë-kayak, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'est pas dans l'eau, donc on peut venir utiliser du GPS, on peut venir utiliser une pagaie instrumentée pour mesurer la force, et donc on peut faire pareil des analyses de course. Ici, on est sur un 1000 mètres C1, donc pareil, analyse cycle à cycle. L'avantage, c'est qu'on a la vitesse. Alors ici, on n'a pas la pagaie instrumentée parce qu'elle n'est pas autorisée en compétition, mais on peut l'avoir à l'entraînement, et donc on peut venir proposer tout un tas d'analyses techniques. Ici, ce qui est intéressant de noter, vous voyez en vert, là, on a une tendance qui augmente, donc on va avoir un roulis du bateau qui va augmenter de plus en plus au fur et à mesure de la course. Ça paraît logique avec la fatigue, il y a un peu moins de gainage, etc. Donc encore une fois, là c'est une analyse one-shot, mais on peut venir dans le temps faire une analyse longitudinale, chronique, et faire des recommandations. Idem, on peut venir analyser un petit peu la variabilité du mouvement. Vous avez compris un petit peu la logique. Donc je passe assez rapidement là-dessus. Une autre thématique qui est assez intéressante, c'est derrière de s'intéresser aux courses d'eau libre. Donc ici, c'est par exemple les nageurs qui ont nagé dans la Seine pendant les Jeux de Paris. Donc c'est des distances assez longues, 10 km, en environnement complexe, lac, rivière, mer, etc. Toujours avec notre méthodologie, on peut venir reconstruire une analyse cycle à cycle. Donc ici, vous avez un exemple. Chaque point, c'est une valeur de fréquence de nage pendant la course. Puis on vient modéliser avec une régression non paramétrique la tendance globale. Et à partir de ça, on peut venir construire un modèle de performance. Donc par exemple, en bleu ici, vous avez le modèle de performance du top 5, d'un top 5 international qu'on a construit à partir de 70 courses de niveau international, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Championnat du Monde, junior et senior. Et derrière, on peut venir positionner un athlète et voir comment ça se passe. Donc ici, vous avez en noir Sacha Veli, Championnat d'Europe senior,
Donc lui était encore junior, il participait au championnat d'Europe senior. Bon, il essaye de partir avec le groupe de tête, ça se passe mal, il explose. Bon, bah on le retrouve un petit peu sur cette variable de Jerkost. Au début, il suit un peu la courbe bleue, le modèle de performance, et puis ça coince à un moment et il décroche. À l'inverse, en rouge, on a les championnats du monde junior. Donc là, il s'est promené, il a gagné de manière très facile. Bah, on voit que sa courbe colle complètement au modèle de performance, et derrière ça peut fournir des implications pour l'entraînement, c'est-à-dire essayer de faire des séries d'entraînement qui vont simuler un peu cette forme de course, on va dire en J sur les paramètres mécaniques. Donc c'est à la fois un outil d'analyse de course et un outil de prescription et aussi de détection de talent, c'est-à-dire que derrière on a pu très tôt identifier quels sont les nageurs juniors qui sont capables de suivre ce modèle de performance-là. Et derrière, ça alimente des pratiques internes à la fédération. Pour changer un petit peu de capteur sur les centrales inertielles, on peut aussi utiliser du GPS. Donc ici, on est sur une application en eau libre où on peut venir analyser par tour de course la trajectoire de l'athlète. Donc ce qui est intéressant en eau libre, c'est de regarder les passages de bouée, les ravitaillements, comment ça va impacter sur le positionnement du nageur dans un groupe, etc. Et de reconstruire le pacing de l'athlète de manière continue, chose qui est impossible à faire à l'heure actuelle en eau libre, puisque les seules données qu'on a, c'est les données de chronométrage officielles, donc qui ont lieu à chaque tour de course. Donc on passe de 6 points de mesure, 1 à chaque tour, à une mesure à 10 Hz, qui nous permet derrière de reconstruire des dynamiques de pacing et d'enrichir l'analyse de course. On voit que le vainqueur de la course a vraiment un profil en accélération sur la fin de course très importante. Bon, on n'a rien révolutionné, c'est des choses que les pratiquants connaissent depuis très longtemps, mais encore une fois, la capacité de le monitorer, de le traquer et de comparer des athlètes permet d'enrichir un petit peu les pratiques. J'approche de la demi-heure qui était le temps prévu, donc je vais conclure. Donc, pour revenir un petit peu au sujet de départ, pour moi, l'écosystème Digisport m'a permis, surtout de par sa mise en relation avec d'autres acteurs académiques rennais, mais également de par sa formation, même si je rappelle qu'à entre guillemets, mon époque, il n'y avait pas encore le master SNS, mais la possibilité d'aller piocher des cours à droite à gauche, d'essayer de développer une recherche innovante en sciences du sport grâce à des développements théoriques et des outils méthodologiques en sciences des données. Donc, je tiens à préciser, comme encore une fois, c'est un séminaire sur le futur de Digisport, car c'est quelque chose que j'ai perçu comme fondamental dans mon parcours, c'est l'importance d'une culture sportive commune pour tisser des liens avec les acteurs de terrain et espérer derrière la diffusion d'une culture de la donnée et l'appropriation des outils numériques. Donc encore une fois, ma perception pour moi de Digisport, c'est vraiment la capacité de répondre à des problématiques initialement de terrain avec des billes méthodologiques et des compétences qui dépassent ce qui était en tout cas possible de base en STAPS. Enfin, j'aimerais rappeler que même si Digisport a vocation à articuler sciences du sport et sciences des données et former des individus à l'interface des deux, comme je le disais, le point de départ des questionnements scientifiques sera toujours, à mon avis, empirique et fondé sur les préoccupations des acteurs de terrain, d'où l'intérêt d'être capable d'aller sur le terrain pour échanger avec ces personnes-là et comprendre leurs besoins. Et derrière, l'utilité des solutions proposées pour l'accompagnement à la performance. Donc si on renverse la balance, en fait, il s'agit sinon d'exploiter des données sportives qui sont riches car complexes, comme on a pu le voir pour des chercheurs en statistiques appliquées, pour répondre à des problématiques de recherche en sciences des données et en modélisation, ce qui est également intéressant pour certains domaines scientifiques, mais qui, à mon sens et à ma perception, sort du giron immédiat des STAPS dans lequel Digisport est ancré. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, je serai ravi d'échanger avec vous. Merci.